Si vous appréciez les récits profonds, réalistes et troublants, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, cela vous permet de ne manquer aucune histoire rarement racontée dans son intégralité. Et au fur et à mesure que l'histoire se déroule, laissez vos commentaires ci-dessous. D'où regardez-vous? Parfois, le simple fait de savoir d'où quelqu'un observe en dit long sur la façon dont cette histoire sera interprétée. La Villa La Leopolda n'impressionnait pas par sa taille, mais par son silence. Perché sur les collines de Villefranche-sur-Mer, sa présence semblait savamment calculée pour passer inaperçue, bien qu'il fût impossible de l'ignorer. Depuis la route principale, aucune ostentation n'était visible. De hauts murs, une végétation taillée avec soin et une architecture mêlant une élégance d'antan à une froideur presque institutionnelle. Pour les observateurs extérieurs, ce n'était qu'une propriété de luxe parmi d'autres dans le sud de la France. Pour ceux qui y pénétraient, c'était un lieu où les décisions se prenaient sans traces écrites, sans témoins, sans regrets. Henri Delacroix connaissait cet endroit avant même d'en franchir les grilles de fer pour la première fois. Pendant des années, son travail d'analyste politique l'a amené à enquêter sur des accords qui n'ont jamais figuré dans les documents officiels. Des traités jamais signés, des chutes de gouvernements non consignés, des disparitions passées inaperçues. Dans tous les fils conducteurs qui jonchaient de ces dossiers, le nom de la villa revenait sans cesse, comme un murmure. Jamais comme preuve, seulement comme point de convergence. Henri n'était pas un homme impulsif. Chacun de ses actes était le fruit de semaines d'observation, de lecture et d'attente. Pourtant, lorsqu'il franchit le portail pour la première fois, il ressentit quelque chose qui n'avait été mentionné dans aucun de ses rapports, une pression silencieuse, presque physique, comme si le lieu réagissait à la présence d'un intrus. Le gravier sous ses pieds crissait de façon sèche, un bruit excessif dans un environnement où tout semblait exiger une discrétion absolue. L'invitation qui l'avait amené là-bas était anonyme. Juste une épaisse enveloppe laissée dans son appartement parisien sans date ni adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une simple carte avec une adresse, une heure précise et une courte phrase. Certaines décisions ne peuvent plus rester enfouies. Henri a immédiatement reconnu le ton. Ce n'était pas une invitation, c'était un avertissement. De l'autre côté de cette histoire se trouvait Émile Laurent, un nom rarement évoqué publiquement, mais dont l'influence était telle qu'il pouvait rester dans l'ombre. Homme d'affaires, philanthrope à ses heures, conseiller informel de personnalités politiques européennes. Officiellement, Émile se consacrait à la préservation du patrimoine culturel et au financement de projets historiques. Officieusement, son nom surgissait chaque fois que des intérêts stratégiques changeaient de cap de façon trop abrupte pour être une simple coïncidence. Villa était parmi eux. En traversant le jardin principal, Henri remarqua que chaque détail semblait conçu pour contrôler le passage. Des allées interminables, destinées à ralentir la circulation. Des bancs placés de manière à imposer des pauses. De hautes fenêtres, plus pensées pour l'observation que pour laisser entrer la lumière. Rien n'était neutre dans cet espace. Tout induisait un comportement. Le conflit ne s'annonçait pas par des mots, mais par des absences. Aucun employé n'était visible. Malgré un entretien impeccable, aucune caméra n'était apparente, bien qu'Henri sût qu'il était observé dès son arrivée. L'endroit semblait être le prolongement de l'esprit de celui qui le contrôlait, organisé, silencieux et impitoyable. Henri n'était pas là pour affronter directement les gens. Il savait que les questions directes provoquaient des réponses fabriquées. Son but était d'observer, de comprendre les mécanismes invisibles qui transformaient les conversations privées en conséquences planétaires. Il savait aussi qu'en acceptant cette invitation, il avait franchi un point de non-retour. Ceux qui entraient dans la villa en ressortaient rarement indemnes quand ils en sortaient. L'attention ne provenait pas d'une menace explicite, mais de la certitude que chacun de ses gestes était scruté. La villa n'était pas un simple décor, elle participait activement à l'histoire, un espace conçu pour absorber les secrets et ne restituer que ce qui l'arrangeait.
Lorsque la porte principale s'ouvrit, révélant un intérieur spacieux et d'une austérité surprenante, Henri eut la confirmation de ce qu'il avait toujours soupçonné. Ici, le silence ne s'achetait pas, mais il avait des conséquences. Et certaines de ces conséquences, il le savait, transcendaient les frontières, les gouvernements et les générations. L'histoire qui commença à cet instant ne débuta ni par un crime, ni par un scandale public. Elle commença par la simple décision d'entrer. Et à la Villa La Leopolda, les décisions n'étaient jamais simples, mais toujours définitives. L'intérieur de la Villa La Leopolda révélait une logique singulière, bien loin de l'idée conventionnelle du luxe. Point d'ornementation superflue, point de volonté d'impressionner les visiteurs. Les murs étaient recouverts de boiseries sombres, discrètement patinées par le temps, comme si elles avaient absorbé trop de conversation pour rester intactes. L'atmosphère était froide, non pas à cause de la température, mais par l'absence de tout élément suggérant la chaleur. Chaque espace semblait conçu pour l'observation, non pour le confort. Henri comprit rapidement que le temps s'écoulait différemment à l'intérieur. De vieilles horloges étaient présentes dans presque chaque pièce, mais aucune n'indiquait la même heure. Ce n'était pas de la négligence, mais une méthode. Cette désorientation temporelle rompait le repère extérieur, isolant ceux qui pénétraient dans la villa du monde extérieur. Dans la villa, seul le présent existait, ce qui rendait chaque décision plus difficile. Émile Laurent fit son apparition à l'improviste. Il ne venait pas d'un couloir visible et ne cherchait pas à marquer sa présence par de grands gestes. Il était simplement là, assez près pour être remarqué, assez loin pour garder le contrôle. Son allure ne trahissait aucun pouvoir. Vêtements sobres, posture décontractée, expression presque neutre. Le genre d'homme qui se fond dans la masse, mais qui, paradoxalement, oriente le cours de la conversation. Leur relation ne reposait pas sur une hostilité déclarée, mais sur une asymétrie. Émile connaissait des détails de la vie d'Henri jamais divulgués. Changement d'emploi soudain, source disparue, enquête interrompue, sans explication. Henri, de son côté, percevait des schémas, des liens indirects entre les décisions politiques et les réunions privées qui se tenaient dans cette maison. Nul besoin pour eux d'exprimer verbalement les enjeux. La villa était le reflet de la personnalité d'Émile. Chaque aile était dédiée à un type de rencontre particulier. De petites pièces, aux hautes fenêtres, servaient aux conversations individuelles où l'isolement créait une illusion de confidentialité. De vastes salles, avec de longues tables en bois massif, accueillaient des réunions discrètes entre des personnalités qui ne se montreraient jamais ensemble en public. Rien n'y était improvisé. Des personnages secondaires apparaissaient et disparaissaient avec une facilité déconcertante. Un avocat suisse, toujours présent aux réunions stratégiques, mais jamais assez longtemps pour être associé aux décisions finales. Un historien français, officiellement engagé pour cataloguer les œuvres d'art de la propriété, mais qui semblait en savoir beaucoup trop sur l'actualité. Un ancien employé du ministère de la Défense, devenu consultant indépendant, dont le silence valait mieux que n'importe quel avis technique. Le contexte culturel français se manifestait non par des stéréotypes, mais par des codes. Une formalité excessive masquait de profondes tensions. Le respect des hiérarchies implicites était absolu. Personne n'interrompait Émile, non par crainte manifeste, mais parce qu'on avait appris que cela entraînait des conséquences indirectes, presque toujours invisibles, mais irréversibles. Dans ce milieu, le pouvoir n'avait pas besoin de s'affirmer. Il était déjà établi. Henri commença à comprendre que la villa n'était pas seulement un lieu de rencontre, mais aussi un filtre. On y entrait avec des intentions, des ambitions et des secrets. On en repartait transformé, façonné par les décisions prises sur place. Certains y gagnaient en influence, d'autres perdaient peu à peu, silencieusement, jusqu'à disparaître de la scène politique et économique sans laisser de traces. L'antagonisme d'Émile ne se manifestait pas par des confrontations directes. Il agissait par anticipation. Chacun de ses gestes semblait prémédité,
comme s'il devinait d'avance les conséquences des actions d'autrui. Sa motivation n'était ni idéologique ni financière, au sens classique du terme. Elle était structurelle. Maintenir l'équilibre qu'il avait lui-même contribué à instaurer, quitte à sacrifier des individus, des réputations, voire des pays entiers. Henri, de son côté, commençait à comprendre que son rôle n'était pas celui d'un enquêteur traditionnel. Il avait été recruté pour faire partie du mécanisme, non pour le démanteler. Sa présence constituait une variable contrôlée, un élément qui pourrait servir à légitimer les décisions futures sous couvert de transparence. Le monde de la Villa La Leopolda n'opérait pas en marge de la réalité. Il la façonnait en silence. Chaque personnage y avait une fonction précise, et nul n'y était présent par hasard. Le danger ne résidait pas dans les actes de violence, mais dans la banalisation de choix qui affectaient des millions de personnes sans jamais être publiquement reconnus. Henri comprit, avec une inquiétude grandissante, que comprendre ce monde exigerait plus que de l'observation. Il faudrait s'y impliquer. Et, dans ce lieu, l'implication avait toujours un prix. La première rupture survint sans prévenir. Pas de discussion houleuse, pas de menaces explicites, juste une suite d'événements qui, pris isolément, sembleraient banals. Un dîner officiel annulé sans explication, une réunion matinale dans une pièce qu'Henri ne connaissait pas encore, un document laissé sur la table avant même qu'il ne s'assoie. La villa commençait à se déstabiliser. Le document ne portait ni signature, ni en-tête officielle. C'était un dossier concis, organisé avec une précision chirurgicale. Il recensait des décisions politiques récentes dans 3 pays européens, apparemment sans lien entre elles. Changement soudain de politique énergétique, révision d'accords commerciaux, limogeage discret de ministres. Le point commun de ces décisions était la date. Toutes avaient été précédées de réunions privées à la Villa La Leopolda. Henri reconnut immédiatement le schéma. Ce n'était pas un hasard, c'était une méthode. Le conflit cessa d'être théorique lorsqu'Henri vit son nom mentionné dans le dossier, non pas comme auteur mais comme possible instigateur. Quelqu'un avait calculé que sa réputation d'analyste indépendant pourrait servir à légitimer des décisions qui, autrement, aurait éveillé les soupçons. On ne l'avait pas appelé pour enquêter, mais pour valider. La réaction d'Henri fut contenue, mais décisive. Au lieu d'affronter Émile, il se mit à observer les mouvements autour de lui. Il remarqua que les personnages secondaires endossaient de nouveaux rôles. L'avocat suisse se mit à circuler plus fréquemment dans certaines ailes de la maison. L'historienne, comme si elle avait reçu des instructions claires, évitait les rencontres fortuites. L'ancien conseiller du ministère de la Défense intensifiait ses conversations à voix basse dans les couloirs faiblement éclairés. L'atmosphère devint plus pesante, plus tendue, comme si la villa anticipait un affrontement inévitable. L'obstacle principal n'était pas le manque d'informations, mais leur surabondance contrôlée. Chaque fragment qu'Henri parvenait à rassembler était accompagné de lacunes savamment orchestrées. La vérité semblait toujours incomplète, modelée pour aboutir à une conclusion précise. Le conflit ne résultait pas d'une absence de données, mais de la manipulation des contextes. Henri tenta de quitter la villa, non pas physiquement, un geste trop évident, mais mentalement, refusant d'endosser les rôles implicites. Chaque tentative de prise de distance entraînait des conséquences immédiates. Un ancien contact parisien perdit subitement son emploi. Une demande d'entretien formulée des semaines auparavant fut annulée sans explication. Le monde extérieur commençait à réagir aux dynamiques internes de la villa, prouvant qu'il était déjà pris au piège. Émile n'éprouvait pas le besoin de s'imposer. Sa présence se faisait plus fréquente, sans jamais être intrusive. Il apparaissait à des moments stratégiques, toujours après un événement qui renforçait le sentiment d'être cerné. Le conflit entre eux ne s'exprimait pas par les mots, mais par les choix. Chaque silence d'Émile était une épreuve, chaque réaction d'Henri, une réponse calculée. Les personnages secondaires commencèrent à exercer une pression indirecte. Suggestions voilées, invitations ambiguës, opportunités qui se présentaient trop rapidement pour être légitimes.
la villa offrait des solutions tout en créant des problèmes. Le conflit s'intensifia car accepter l'une de ces offres revenait à renoncer au contrôle. Refuser, en revanche, impliquait un isolement progressif. L'élément macabre ne résidait pas dans la violence explicite, mais dans la froideur avec laquelle les destins étaient bouleversés. Henri apprit qu'un diplomate norvégien avait assisté à une réunion là-bas quelques mois auparavant. Quelques jours plus tard, son nom avait disparu des ordres du jour officiels. Aucun scandale, aucune enquête. Juste un vide administratif, comme si la villa n'avait jamais existé. La villa ne détruisait pas les gens, elle les effaçait. Le conflit prit une tournure inattendue lorsqu'Henri comprit qu'il était surveillé non seulement par des caméras invisibles, mais aussi par des attentes. Chacun de ses pas semblait alimenter un scénario futur prédéterminé. Il ne combattait pas un ennemi direct, mais une structure renforcée précisément par la prévisibilité des réactions humaines. À la fin de cette période, il devint évident que le conflit ne se résoudrait ni par une exposition publique, ni par des preuves concrètes. La villa agissait en dehors de ces paramètres. Le véritable enjeu serait d'accepter le rôle qui lui était assigné ou de rompre le cycle sans même savoir quelle force un tel geste déclencherait. Henri comprit, avec une inquiétude grandissante, que le conflit n'était pas seulement extérieur, mais aussi intérieur. Rester entier dans cet environnement exigerait de renoncer à quelque chose de fondamental, et il ne savait pas encore exactement quoi. À mesure que le conflit principal se cristallisait, des strates parallèles commencèrent à se révéler, non comme des déviations, mais comme des prolongements naturels de la logique de la villa. Chaque intrigue secondaire semblait émerger pour renforcer l'idée que rien n'y fonctionnait de manière isolée. Tout était lié, même si les liens étaient trop subtils pour être perçus immédiatement. Henri commença à remarquer un changement dans le comportement de l'historienne française, Claire Montaigne. Officiellement, son rôle était de cataloguer et d'authentifier les œuvres d'art de la villa, mais ses habitudes révélaient autre chose. Elle accédait aux zones interdites avec une facilité déconcertante pour une personne occupant un poste technique. Lors de réunions brèves et toujours interrompues, ses questions à Henri ne visaient pas à obtenir des informations, mais plutôt à sonder ses réactions. Comme si elle évaluait son degré de résistance face au lieu. Peu à peu, il devint évident que Claire n'était pas une simple observatrice. Elle était une médiatrice entre le passé et le présent, chargée de veiller à ce que certains événements ne soient jamais réinterprétés de manière inappropriée. Pendant ce temps, l'avocat suisse Marcus Keller menait des négociations discrètes, court-circuitant les décisions politiques immédiates. Henri comprit que des documents financiers circulaient entre des mains bien précises, après des réunions stratégiques. Il ne s'agissait pas de corruption classique, mais de quelque chose de plus sophistiqué, une redistribution préventive des responsabilités juridiques. Keller s'assurait que, le cas échéant, les véritables décideurs n'en subissent jamais les conséquences. Cette intrigue secondaire ajouta une dimension juridique au conflit, transformant les choix moraux en labyrinthe juridique quasi insurmontable. La pression du temps commençait à se faire sentir concrètement. Une réunion internationale, prévue dans quelques semaines, dépendait de la finalisation des décisions à la villa. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Chaque personnage secondaire semblait conscient du temps qui passait. L'urgence rendait les échanges plus vifs, moins prudents. De petites erreurs de jugement commencèrent à apparaître, créant des fissures dans l'apparence d'un contrôle absolu. Une autre intrigue secondaire se dessine, impliquant Julien Moreau, ancien consultant du ministère de la Défense. Son rôle semblait d'abord marginal, mais Henri découvrit que Julien servait d'intermédiaire entre les intérêts civils et militaires. Il ne formulait pas de stratégie, se contentant d'évaluer les risques. Son silence lors de certaines réunions était aussi éloquent que n'importe quelle parole. La complexité s'accroît lorsque Julien laisse transparaître des hésitations, chose rare dans ce milieu. Sa loyauté envers l'institution se heurte alors à une conscience qu'il s'efforce de refouler.
Ces intrigues secondaires convergeaient de façon calculée. Claire préservait les récits, Keller masquait les conséquences, Julien évaluait les risques humains. Tous œuvraient au même but, garantir le fonctionnement continu du système de la villa sans perturbation visible. Le conflit principal se nourrissait de ces strates, rendant toute action d'Henri plus délicate. Intervenir dans un domaine impliquait des réactions en chaîne. La tension narrative s'intensifiait car le temps jouait contre tous. Une fuite, un retard, une décision mal avisée risquait de révéler des liens restés cachés pendant des décennies. La villa réagit à cette pression par un contrôle accru, un isolement renforcé et une surveillance accrue. L'atmosphère devint suffocante, non pas par une peur immédiate, mais par la certitude que toutes les issues se fermaient peu à peu. Henri comprit qu'aucune de ces intrigues secondaires n'était anodine. Chacune représentait une forme d'emprisonnement différente, historique, juridique et morale. Pour briser le cycle, il faudrait agir sur toutes simultanément, une tâche quasi impossible sans provoquer de graves dommages collatéraux. L'aspect macabre découlait de la nonchalance avec laquelle tout était traité. Il n'y avait ni méchants caricaturaux, ni victimes évidentes. Juste des individus remplissant des rôles au sein d'un système qui normalisait l'élimination silencieuse des alternatives. La villa n'avait pas besoin de détruire ses ennemis, il lui suffisait de les rendre insignifiants. Finalement, il est devenu évident que les intrigues secondaires n'étaient pas de simples complications narratives. Il s'agissait de mécanismes de défense, et toute tentative de démanteler le cœur du pouvoir devait les contourner une à une, au moment précis où le système se réajustait. Le tournant ne survint pas comme une explosion d'événements, mais comme une prise de conscience silencieuse, presque clinique. Henri comprit que la villa ne réagissait plus à lui, elle l'anticipait. Avant même qu'il puisse prendre une décision, l'atmosphère semblait déjà s'adapter pour la neutraliser. Les portes qui restaient ouvertes auparavant exigeaient désormais une escorte. Les conversations s'interrompaient dès qu'il s'approchait. Ce n'était pas de l'isolement, c'était de la mise sous contrôle. Le changement décisif survint un matin, lorsque le silence de la maison fut rompu par un mouvement inattendu. Claire Montaigne demanda à la rencontrer hors des lieux habituels. Non pas dans une salle officielle, ni dans les couloirs gardés, mais dans les archives souterraines de la villa, un lieu qui, officiellement, n'existait pas. L'accès nécessitait une série d'autorisations que, en théorie, seul Émile était censé posséder. Le fait que Claire les détienne était en soi une révélation. Les archives ne conservaient ni œuvres d'art, ni documents historiques au sens classique du terme. Elles contenaient des versions, des récits remaniés, des procès-verbaux jamais publiés, des comptes rendus de décisions jamais prises officiellement. Là, le passé était façonné avec la même rigueur que l'avenir était planifié. Claire n'expliqua pas sa présence. Elle conduisit simplement Henri à travers les étroits couloirs, éclairés par des lampes froides, jusqu'à une pièce plus petite où un unique dossier reposait sur la table. Le contenu de ce dossier a complètement bouleversé le récit. Il ne s'agissait plus de pays étrangers ni de gouvernements, mais d'Henri. On y trouvait des comptes rendus détaillés de sa carrière, y compris des événements qu'il croyait avoir contrôlés ou dissimulés, plus troublantes encore. Des décisions dont il ne se souvenait pas, mais qui étaient pourtant consignées avec précision. Le choc ne résidait pas dans le contenu lui-même, mais dans l'implication inévitable. À un moment donné, il avait déjà participé, même indirectement, au rouage de la villa. Claire révéla ce qui était resté implicite jusque-là. Henri avait été utilisé par le passé pour valider des analyses stratégiques ayant guidé des décisions cruciales, non pas comme un acteur conscient, mais comme une référence intellectuelle. Ces études avaient été citées en interne, parfois déformées, pour justifier des actions à fort impact. La villa n'avait pas besoin de son accord actuel. Elle bénéficiait déjà de son héritage. L'événement inattendu ne résidait pas seulement dans la révélation elle-même, mais aussi dans le choix qui s'ensuivit. Claire n'était pas là sur ordre d'Émile. Elle était là à cause d'une rupture. Son rôle avait toujours été de préserver les récits.
Mais elle comprenait désormais que le système était devenu trop instable pour rester invisible. La pression temporelle avait atteint un point critique. Une erreur de jugement récente menaçait de révéler des liens que le silence seul ne pouvait effacer. À cet instant, l'antagonisme prit une nouvelle forme. Émile cessa d'être simplement l'architecte visible du système et en vint à représenter quelque chose de plus grand, l'inertie structurelle elle-même. Il n'avait plus besoin d'agir. Le système se défendrait de lui-même. Le véritable tournant fut de comprendre qu'il n'y avait pas d'ennemi central à renverser, mais un réseau qui survivrait à la chute de n'importe quel individu. Henri réagit sans discours ni confrontation. Le changement fut intérieur mais immédiatement concret. Pour la première fois, il cessa de rechercher des preuves pour se faire connaître de l'extérieur et commença à envisager des interventions internes. Il ne s'agissait plus de révéler la vérité, mais de réécrire le cours des décisions futures. Le côté macabre était précisément là, modifier le cours de l'histoire, en utilisant les mêmes outils qu'il avait toujours méprisés. Le tournant décisif s'est produit lorsqu'Henri a compris que le seul moyen de briser le cycle était d'endosser temporairement le rôle qui lui avait été imposé, non par soumission, mais par infiltration consciente. La frontière entre résistance et complicité est devenue dangereusement ténue. En quittant les archives souterraines, Henri comprit qu'il ne pourrait plus se contenter d'observer. La villa n'était plus un simple objet d'étude. C'était un système dont il faisait désormais partie intégrante, un système qu'il devrait affronter de l'intérieur, au prix de son intégrité. Les conséquences de la découverte d'Henri dans les archives souterraines ne furent pas immédiates. Il n'y eut ni confrontation, ni bouleversement dans le quotidien de la villa. L'impact se fit sentir de la manière la plus caractéristique des lieux, par une réorganisation silencieuse des relations. Dès lors, Henri ne fut plus considéré comme un visiteur toléré, mais comme un atout stratégique. Le ton des échanges changea. Moins de cordialité, plus de calcul. Émile perçut le changement avant même tout geste explicite. Il ne fit aucun commentaire sur la réunion avec Claire, ne mentionna pas le dossier, ne laissa transparaître aucune surprise. Sa réaction fut d'ordre structurel. Les réunions commencèrent à inclure systématiquement Henri, toujours à des postes exigeant son avis, son analyse, sa validation. Il ne s'agissait pas d'une invitation au dialogue, mais d'une forme de compromis progressif. Chaque mot prononcé par Henri devenait une pièce du puzzle du mécanisme qu'il voulait démanteler. Claire, de son côté, devint plus prudente. Sa rupture n'avait pas été un acte impulsif, mais stratégique. Après la réunion, elle se fit plus discrète, évitant tout contact direct. Pourtant, des signes subtils indiquaient qu'elle était toujours active. De petites incohérences dans les documents, des retards calculés dans les révisions historiques, des versions contradictoires délibérément laissées en place. Elle était passée de gardienne du récit à agent de perturbation. Les réactions des autres personnages étaient tout aussi révélatrices. Marcus Keller se fit plus présent. L'avocat semblait anticiper de futures instabilités juridiques. Des documents commencèrent à circuler, contenant des clauses plus agressives et prévoyant des scénarios de responsabilité partielle. C'était la préparation à des dommages et intérêts contrôlés. L'intrigue juridique prit de l'ampleur, signe que le système reconnaissait la possibilité, aussi infime fût-elle, de défaillance. Julien Moreau a réagi différemment. Son hésitation s'est faite plus manifeste. Lors des réunions techniques, il a commencé à soulever des points qu'il avait jusque-là ignorés. Sans contester les décisions, il a mis en lumière les risques humains avec une précision troublante. Sa position a créé des tensions. Pour Villa, les risques humains étaient du bruit de fond et non des variables centrales. Julien commençait à faire évoluer cette perspective, quoique discrètement. À l'extérieur, le monde a réagi avec une synchronicité troublante. Une enquête parlementaire annoncée dans un autre pays a été soudainement reportée. Un journaliste français réputé pour ses reportages incisifs a vu sa mission modifiée sans explication publique.
Rien de tout cela ne semblait directement lié à Henri, mais il en aperçut le schéma. Le système s'ajustait pour intégrer la nouvelle variable qu'il représentait. Sur le plan intérieur, la réaction la plus marquante fut psychologique. Henri comprit que le poids des conséquences résidait non pas dans ses actes, mais dans ses omissions. Le silence devint une forme d'action. Chacune de ces omissions permettait aux décisions de se dérouler sans résistance. La villa exploita cette ambiguïté avec une précision macabre, rendant impossible la distinction entre passivité et complicité. L'atmosphère se fit plus pesante. La pression ne provenait plus de menaces, mais d'attente. On attendait d'Henri qu'il remplisse le rôle pour lequel il avait été préparé, consciemment ou non. Et parallèlement, on attendait de Claire qu'elle rectifie les récits sans provoquer de rupture visible. Le système tolérait les dissensions tant qu'elles ne modifiaient pas le résultat final. Les conséquences s'accumulèrent de manière quasi imperceptible, mais irréversible. Les relations se transformèrent. Des alliances tacites se formèrent. De petites fissures apparurent sous le vernis du contrôle absolu. La villa continua de fonctionner, mais désormais avec un élément instable en son cœur. Henri comprit que le prochain geste serait décisif. Les réactions suscitées par ce tournant avaient redéfini son rôle. La neutralité n'était plus envisageable. Toute action future aurait des conséquences directes, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui étaient concernés. L'histoire évoluait vers un stade où les choix, autrefois stratégiques, devenaient existentiels. Et à la Villa La Leopolda, de tels choix avaient toujours un prix que nul ne pouvait pleinement prévoir. Le dépassement des difficultés par Henri ne s'est pas fait par un geste héroïque, ni par une décision radicale. Il a commencé presque imperceptiblement dans sa façon d'évoluer au sein de la villa. Auparavant, il observait pour comprendre. Désormais, il observait pour intervenir. Chaque réunion, chaque document, chaque silence devenait une occasion de modifier le cours des choses, même légèrement. La croissance ne consistait pas à affronter le système, mais à apprendre à y évoluer sans s'y fondre complètement. Henri commença à relever des défis qu'il avait auparavant évités. Il accepta de participer à des réunions techniques complexes, non pour valider des conclusions préconçues, mais pour introduire des ambiguïtés calculées. Des questions en apparence anodines suffisaient à retarder des décisions cruciales. De légères variations dans le langage des rapports modifiaient les interprétations ultérieures. Il ne s'attaquait pas au système, il y semait la zizanie. C'était sa façon de résister. Son évolution personnelle transparaissait dans son comportement. Là où régnait auparavant une prudence excessive, s'installait désormais la précision. Henri apprit à gérer le risque, comprenant que trop reculer renforçait le système autant qu'avancer sans réfléchir. Sa croissance provenait de sa capacité à maintenir une tension intérieure, à agir sans se justifier, à choisir sans rechercher une absolution morale immédiate. Claire Montaigne suivit ce mouvement de loin. Sa collaboration devint indirecte, mais plus efficace. De subtiles modifications des documents historiques commencèrent à créer des versions alternatives difficiles à concilier. Il ne s'agissait pas de mensonges, mais de vérités déplacées dans le temps, agencées de manière à fragiliser les récits officiels et ultérieurs. L'évolution de Claire fut discrète, mais en phase avec celle d'Henri. Tous deux apprirent qu'une véritable transformation exigeait une patience presque cruelle. Julien Moreau fut lui aussi contraint d'évoluer. Sous la pression de décisions comportant désormais des risques humains explicites, il commença à fixer des limites techniques. Il ne s'agissait pas d'une rébellion ouverte, mais d'un professionnalisme poussé à l'extrême. Il refusa de valider des opérations dont l'impact dépassait les paramètres acceptables, même au prix de retards stratégiques. Son changement, en apparence discret, eut des conséquences profondes. Les nouveaux défis sont apparus précisément parce que le système commençait à réagir aux micro-interventions. Émile ne s'y est pas opposé ouvertement. Au contraire, il a commencé à confier davantage de responsabilités à Henri, comme pour tester ses limites. Chaque tâche supplémentaire s'accompagnait de dilemmes éthiques dissimulés sous des apparences techniques. Surmonter ces défis exigeait non seulement de l'intelligence,
mais aussi une grande force mentale. Henri comprit que sa transformation ne dépendait ni de la victoire, ni de la défaite, mais de la préservation d'une ligne intérieure que le système cherchait à effacer. Il cessa de rechercher une cohérence extérieure et commença à mesurer le succès à sa capacité à rester imprévisible. Dans ce contexte, l'imprévisibilité était une question de survie. L'aspect macabre de la croissance résidait dans son prix. Chaque progrès exigeait des concessions invisibles. Certains étaient épargnés par les décisions radicales, mais d'autres en subissaient les conséquences indirectes. Henri apprit qu'il n'existait pas de solution miracle dans ce contexte. Surmonter les obstacles ne signifiait pas en rester indemne, mais choisir le degré de souffrance que l'on était prêt à accepter. À la fin de cette étape, Henri n'était plus l'homme qui avait franchi les portes de la villa. Son attitude, ses choix et même ses silences avaient changé. Il n'avait ni vaincu le système, ni réussi à s'en affranchir, mais il avait appris à évoluer au sein de cette structure sans s'y laisser absorber complètement. Cette croissance, cependant, engendra un nouveau fardeau. Plus elle se faisait sentir, plus son rôle devenait central. Et selon la logique de la Villa La Leopolda, tout ce qui devenait central finissait inévitablement par être sacrifié ou transformé. Les préparatifs du dénouement commencèrent lorsque la villa connut une activité inhabituelle. Les réunions se chevauchèrent, les ordres du jour furent réorganisés avec une urgence discrète, et des décisions qui prenaient auparavant des semaines étaient désormais prises en quelques heures. Quelque chose approchait, non pas une crise manifeste, mais un ultime alignement des forces. Henri comprit que le système était sur le point de réaliser un geste décisif. Les intrigues secondaires qui s'étaient déroulées en parallèle commencèrent à s'achever. Marcus Keller finalisa des accords juridiques qui consolidèrent les responsabilités au sein de structures intermédiaires, créant ainsi des garde-fous juridiques prêts à absorber les chocs futurs. C'était l'étape finale de la protection. Il n'y aurait plus de marge de manœuvre après cela. Tout était mis en œuvre pour résister à un choc maîtrisé. Claire Montaigne a mené à bien son travail presque sans laisser de traces. Les dossiers ont été réorganisés, les versions contradictoires dûment cataloguées, des failles stratégiques laissées là où les enquêtes futures ne manqueraient pas de se heurter. Elle n'a pas cherché à révéler quoi que ce soit. Son but était d'empêcher qu'un récit dominant ne subsiste intact. Ce faisant, elle a mis fin à son intrigue secondaire. L'histoire, dès lors, serait instable par nature. Julien Moreau prit sa décision finale. Lors d'une réunion technique, il refusa formellement de valider un plan comportant des risques civils indirects. Le refus fut consigné, mais traité comme une exception maîtrisable. Ce geste créa néanmoins un précédent. Le système accepta l'objection, mais uniquement parce qu'il disposait déjà d'alternatives. Julien comprit que sa marge de manœuvre était désormais épuisée. La préparation du point culminant impliquait qu'à partir de ce moment, toute contestation technique serait supprimée. Henri sentait l'étau se resserrer. Les responsabilités qui pesaient sur lui augmentaient de façon exponentielle. Les rapports finaux devaient être analysés par lui. Les projections stratégiques exigeaient son approbation formelle. Il n'était plus seulement une source de tension. Il était devenu un acteur clé. La tension ne naissait pas de nouveaux conflits, mais de leur absence. Tout semblait dangereusement aligné. Le rythme du récit s'accéléra. Les conversations devinrent plus courtes, plus objectives. Le temps de la réflexion disparut. Chaque décision exigeait une réponse immédiate, empêchant toute révision ou hésitation. La villa fonctionnait en mode exécution, non en mode planification. Le dénouement ne surprendrait personne. Il serait une conséquence inévitable. Henri comprit que sa dernière chance d'agir ne résidait pas dans la création de nouveaux obstacles, mais dans le choix du lieu où l'impact final se produirait. Il ne pouvait empêcher l'événement imminent, mais il pouvait en infléchir les conséquences. Cette prise de conscience marqua sa préparation finale, accepter l'impossibilité d'un contrôle absolu et le fait que la véritable action consistait à choisir le mal.
L'aspect macabre s'intensifiait dans la normalité avec laquelle tout était géré. Pas de cris, pas de panique, juste de l'efficacité. Chacun accomplissait sa tâche, conscient de sceller des destins sans manifester la moindre émotion. La villa se préparait à son dénouement comme on ajuste un vieux mécanisme maintes fois testé. Quand Henri reçut le calendrier final, un ensemble de décisions interdépendantes qui aboutiraient à une annonce internationale sous peu, il sut que le moment était venu de faire marche arrière. Toutes les intrigues secondaires étaient résolues. Tous les personnages avaient choisi leur camp, même si certains l'avaient fait par défaut. La préparation était achevée. Le prochain coup ne laisserait aucune place à l'erreur, il n'y aurait que des conséquences. Et Henri, plus que jamais, comprenait que le dénouement ne révélerait pas qui avait raison ou tort, mais qui survivrait à l'impact. Le dénouement ne commença pas à la villa, mais dans une salle de conférence à des kilomètres de là, retransmise en direct dans des dizaines de pays. L'annonce internationale, préparée avec une précision chirurgicale, semblait technique, presque bureaucratique. Une restructuration stratégique, présentée comme inévitable face aux nouveaux enjeux mondiaux. Aucune mention directe de la Villa La Leopolda. Aucun nom qui puisse y être rattaché. Pourtant, Henri le savait. Tout convergeait vers cet instant. À l'intérieur de la villa, une retenue absolue régnait. Aucune célébration, aucune tension palpable. Seule l'attention était présente. Des écrans affichaient des données en temps réel. Les premières réactions politiques, les fluctuations du marché. Le système fonctionnait comme prévu. C'était l'instant où des décisions prises en catimini devenaient une réalité publique et irréversible. Le conflit central s'intensifia lorsque Henri reçut la version finale du rapport de validation. Un seul paragraphe, soigneusement rédigé, suffit à légitimer l'ensemble de l'opération. Sa confirmation explicite suffit. Il n'y eut aucune coercition directe, aucune menace, seulement l'assurance de la continuité. La signature d'Henri ne serait pas visible du public, mais elle serait enregistrée en interne comme ultime gage de crédibilité. C'est là que le revirement plausible s'est manifesté. Henri n'a pas refusé de signer, il n'a pas non plus signé comme prévu. Il a modifié le rapport de manière quasi imperceptible, y insérant une variable technique apparemment secondaire, mais structurellement dévastatrice. Un ajustement qui a déplacé les responsabilités futures, transférant le soutien du plan à un ensemble d'institutions n'ayant pas participé aux décisions initiales. L'annonce est restée valable. L'impact immédiat s'est produit comme prévu, mais l'effet à long terme est devenu instable. La villa ne s'en est pas aperçue immédiatement. Le système était conçu pour détecter les infractions flagrantes et non les subtiles variations. Lorsque Marcus Keller a remarqué la modification, il était trop tard pour la corriger sans dévoiler le mécanisme lui-même. Annuler le rapport aurait éveillé les soupçons du public. Aller de l'avant revenait à accepter une conséquence qui échappait totalement au contrôle de la villa. Émile comprit avant tout le monde. Son regard croisa celui d'Henri dans un silence absolu. Aucune colère, aucune surprise exagérée, seulement de la reconnaissance. Pour la première fois, Henri n'était plus une variable prévisible, mais un agent autonome. Le point culminant ne résidait pas dans l'effondrement du système, mais dans la preuve qu'il pouvait être blessé de l'intérieur. De l'extérieur, les effets commencèrent à se manifester subtilement. Des gouvernements qui avaient auparavant accepté les directives sans les remettre en question commencèrent à exiger des révisions. Des institutions techniques demandèrent des précisions supplémentaires. Rien qui n'invalide l'annonce, mais suffisamment pour ralentir sa mise en œuvre. Le plan progressait, mais non sans friction. Et, dans ce type de structure, les frictions étaient destructrices. La transformation du protagoniste devint manifeste à cet instant. Henri ne cherchait plus à se conformer à un code moral abstrait. Il avait opté pour l'action concrète, même en sachant qu'elle l'inscrirait définitivement dans le système qu'il combattait. Son évolution résidait dans l'acceptation consciente du prix à payer. Il n'était ni un héros, ni un martyr. Il était un agent du déséquilibre.
L'aspect macabre du dénouement résidait dans la réaction maîtrisée de la villa. Personne ne fut expulsé. Personne ne disparut. Le système encaissa le coup du mieux qu'il put, ajustant son fonctionnement, redistribuant les dégâts. La violence n'y fut jamais explosive. Elle était structurelle. Le conflit central s'est résolu sans applaudissements ni effondrement visible. La villa est restée debout, mais un élément essentiel avait été compromis. La prévisibilité absolue. Pour la première fois, les décisions prises en ce lieu comportaient un risque qu'il était impossible d'anticiper pleinement. Lorsque les transmissions cessèrent et que le monde commença à réagir à ce qu'il croyait être une simple décision technique, Henri sut que ce dénouement ne marquait pas une fin, mais un tournant. Le système survivrait, mais il ne fonctionnerait plus jamais avec la même précision silencieuse. Les conséquences ultimes ne se sont pas manifestées par un effondrement immédiat, comme beaucoup l'auraient imaginé en découvrant un système occulte. Elles se sont traduites par une érosion progressive, graduelle, presque invisible. L'annonce internationale a rempli sa fonction initiale, mais sa mise en œuvre s'est heurtée à des résistances techniques, des révisions successives et des retards diplomatiques. Rien de tout cela n'a suffi à provoquer de scandale, mais cela a suffi à rompre le rythme parfait que Villa la Leopolda avait toujours maîtrisé. Au sein même de la propriété, l'impact fut encore plus subtil. Les réunions s'allongèrent, les certitudes se firent plus rares. Le système continua de fonctionner, mais il devait désormais justifier des décisions qui, auparavant, étaient simplement exécutées. L'introduction de l'imprévisibilité éroda le cœur du pouvoir, plus efficacement que n'importe quelle dénonciation publique. La villa ne s'effondra pas, elle vieillit. Émile Laurent conserva son poste, mais son autorité prit une autre forme. Il n'était plus seulement l'architecte invisible, mais le gestionnaire d'une structure fragilisée. Son antagonisme avec Henri ne se mua pas en confrontation directe. Il devint quelque chose de plus complexe. Une surveillance mutuelle. Tous deux comprirent qu'ils avaient franchi une limite. Le respect tacite qui s'installa était aussi macabre qu'une menace ouverte. Claire Montaigne disparut peu à peu de la vie quotidienne de la villa. Son départ ne fut annoncé nulle part, et aucun document officiel ne le mentionna. Son œuvre était achevée. Les récits étaient désormais trop instables pour être pleinement maîtrisés. Son sort demeurait incertain, mais ses traces étaient disséminées dans les archives, précisément là où les recherches futures s'arrêteraient. Julien Moreau demanda un congé quelques mois plus tard, invoquant des raisons techniques. Son départ fut accepté sans résistance. Le système avait déjà tiré suffisamment d'enseignements de ses objections pour ne plus avoir besoin de lui. Son refus final demeura néanmoins une trace, un précédent gênant, rappelant que tout risque humain ne pouvait être totalement éliminé. Henri ne quitta pas la villa immédiatement. Sa présence restait utile, mais désormais à des conditions différentes. Il comprenait qu'il ne pouvait se libérer complètement de cet environnement. L'aboutissement de son parcours n'était pas une victoire, mais une redéfinition de son rôle. Il était passé d'observateur à acteur conscient, quelqu'un qui savait précisément où il se trouvait et ce qu'il était prêt à perdre. À l'extérieur, le monde a continué d'avancer. Les politiques ont été ajustées, les marchés se sont stabilisés, l'actualité a changé. Rares étaient ceux qui réalisaient que les décisions récentes comportaient des imperfections délibérées. Mais ces imperfections ont ouvert la voie à de futurs questionnements. L'histoire n'a pas été réécrite, seulement assouplie. La conclusion n'apporta aucun réconfort. Elle apporta de la clarté. La Villa la Leopolda continuait d'exister, discrète comme toujours, mais elle n'était plus intouchable. Le silence qui l'entourait était désormais teinté de doute, et, dans un tel système, le doute était le premier pas vers l'érosion. Henri accepta cette vérité sans s'en réjouir. Il n'avait pas changé le monde. Il avait seulement empêché qu'il ne reste parfaitement contrôlé, et pour quelqu'un qui connaissait le poids des décisions invisibles, c'était la plus grande justice qui soit. Des années plus tard, la Villa la Leopolda demeurait à sa place, imposante et silencieuse sur les collines du sud de la France. Aux yeux du monde,
rien n'avait changé. La propriété restait associée à la discrétion, au patrimoine historique et aux réceptions privées de haut niveau. Aucune plaque, aucun document public ne mentionnait que des décisions capables de bouleverser le destin de nations entières y avaient été prises. Henri ne fréquentait plus la villa. Son nom figurait encore dans les analyses techniques et les rapports stratégiques, mais sa présence physique était devenue rare, presque symbolique. Il avait compris que la véritable distance n'était pas géographique, mais structurelle. Même de loin, il ressentait encore l'écho des choix faits en ce lieu. Dans des archives éparses, des versions contradictoires des événements passés commencèrent à émerger, soulevant des questions qui restèrent sans réponse définitive. Les historiens futurs débattraient des dates, des intentions et des responsabilités sans jamais parvenir à un consensus. Et c'était peut-être là la seule véritable victoire, la fin des vérités absolues. La villa demeurait silencieuse, mais pour ceux qui savaient écouter, ce silence n'était plus le même. Si cette histoire a suscité un malaise, des doutes ou une inquiétude, c'est qu'elle a atteint son but. Les récits comme celui de la villa La Leopolda ne sont pas là que pour divertir, mais pour inciter à la réflexion sur le pouvoir qui agit en coulisses, loin des gros titres et des discours officiels. Nombre de décisions qui façonnent le monde ne se prennent pas en public, elles se prennent en silence. Maintenant, la question est entre vos mains. Dans quelle mesure le contrôle invisible influence-t-il la réalité que nous acceptons comme normale? Combien de choix qui semblaient inévitables ont, en réalité, été soigneusement étudiés? Partagez votre interprétation dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Croyez-vous que de tels systèmes puissent être affaiblis de l'intérieur, ou sont-ils condamnés à se répéter? Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires réalistes, macabres et provocatrices comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et participez à la discussion. Le silence reste absolu tant qu'il n'est pas remis en question. Coral tube, these guys? I didn't know we could take that. Oh, we can. And we have salt somewhere. Yeah. I thought that when somebody in the chat mentioned bleach, I thought they wanted us to drink bleach. Can we actually drink bleach in this game? What can we make with bleach? Bleach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. Oh. How do we purify the water? Oh! Wait. So we get better water? Nice. Preparing the day's water ration ahead of time will help ensure against dehydration. Oh and eventually shit. death.